j'expliquais tout à l'heure par rapport au sport. En fait, moi, j'étais parti sur la base de parler de la musique et vous m'avez ajouté les sports. Je dis oui, certes, les sports, mais les sports, pour l'instant, ce qu'on a, c'est quoi? Ce sont des jeunes gens qui sont formés à l'extérieur, qui sont nourris à l'extérieur, dont les parents ont souffert pour mettre dans les écoles de sport et qui arrivent par congolité d'origine, dans le sens où je l'explique dans les textes, et viennent se donner à leur pays, au pays de leurs parents, en gros. Maintenant, c'est le domaine musical. C'est le seul domaine opérationnel en RDC qui fait que c'est le domaine dans lequel les choix est un choix de la compétence. La compétence. Je prends l'exemple de quelqu'un comme Kofi Olomide. Vous pouvez être son cousin, son frère, tout ce que vous voulez. Mais tant que vous n'avez pas les compétences dans le domaine, vous n'allez pas rentrer dans son orchestre. Ce n'est pas possible. Parce que... Le choix n'est pas fait de manière aléatoire. Ah non, on ne peut pas se permettre en musique d'avoir quelqu'un qui ne sait pas chanter, qui ne sait pas jouer. Vous ne servez absolument à rien. Tentez de transposer juste les comportements de Kofi Olomide en termes musical, du travail musical, en politique et dans tous les autres domaines, vous verrez que nous allons nous en sortir. C'est le seul domaine où on n'admet pas un incompétent. C'est la musique. La preuve d'ailleurs, c'est qu'avec l'avènement du numérique, des plateformes, ce sont les seuls qui sont riches d'une richesse tirée de leurs compétences et de leur travail. Pas ces bric-à-brac particuliers du trésor public où les gens s'enrichissent d'une manière ou d'une autre. Non, c'est leur travail. Et dans ces livres, j'explique tout ça en disant, voilà, enfin, on a un domaine qu'on peut pointer du doigt en disant, voilà, c'est le domaine. Et quand vous regardez très bien, quel est le premier produit que le Congo vend et qui est connu à travers le monde entier? C'est la musique. Cicéron disait dans les Philippiques que s'il avait manqué à Rome un accusateur pour les accusés qui traînaient devant la cour de tout temps, mais en cet instant-là, lui, comme consul, il était là, comme accusateur pour dire voilà ce qui se passe. S'il a manqué des textes philosophiques pour orienter la société congolaise, dire voilà ce qu'il faut faire, un peu comme dans la Bible toujours, entre Ézéchiel et Amos. Ézéchiel vous dit voilà ce qu'il faut faire. Si vous ne le faites pas, Amos dit voilà, vous n'avez pas fait. Voilà les résultats. D'ailleurs, Mandiolo se sent investi d'une mission je ne me sens pas messianique. Non, c'est pas ça. Ça c'est d'une mission comme celle de Cicéron. On va tomber dans les travers de la foi religieuse. Ce sont des choses au fait baroques et basiques. Ça n'a aucun intérêt. Lorsqu'on analyse une société avec toute la froideur requise, lorsqu'on est froid comme la mort et qu'on vit dans les silences de la mort en permanence, on voit mieux que la plupart des gens qui sont englués dans l'argent liquide, le pouvoir et tout le reste. C'est l'instant de la réflexion et de la production. Confort, classe, luxe, à la fois moderne et vintage. Un mix de sensations qui vous offre des expériences personnalisées, uniques et inoubliables. Désirez-vous entrer dans une autre galaxie? Alors bienvenue à Joua Palace. Nous vous proposons 2 appartements spacieux offrant un salon convivial, une cuisine moderne et 3 chambres élégantes pour un quotidien serein, 2 salles de bain raffinées pour votre confort et votre bien-être. Pour vos linges, notre buanderie professionnelle est mise à votre disposition. Une sécurité 24 heures sur 24 sous une lumière permanente grâce à notre générateur de grande capacité, loin de coupures intempestives d'électricité. Joua Palace vous offre également la connexion Internet haut débit, un système de mobilité intégré grâce à notre charroi automobile de première classe. Où croyez-vous être? Vous êtes à Kinshasa et nous sommes Joua Palace, situé au numéro 7 avenue Kassai, quartier GB, commune de Ngadiema, à 3 minutes de boulevard du 30 juin, près de Mino Congo. Voulez-vous faire l'expérience? Contactez-nous au +243 81 60 33 128. N'attendez plus, faites de Joua Palace votre nouveau chez vous. Le parc de la vallée de l'Antélé vous invite à venir partager des moments inoubliables en famille ou entre amis dans un cadre naturel de verdure unique à Kinshasa.
Notre safari vous permettra de vous sentir en vacances et de découvrir nos lions, crocodiles, antilopes, buffles, éléphants, hippopotames et bien d'autres animaux dans le milieu sauvage et naturel. Nos cuisiniers seront heureux de vous servir une variété de plats savoureux dans notre restaurant au bord de la rivière Ntsélé. Le parc de la vallée de l'Antsélé possède une panoplie d'activités sportives et ludiques au Cap Aventure et Loisirs pour votre détente. Kayak, pédalo, tyrolienne, cyclotourisme, piscine et vol du faucon, la plus longue zipline d'Afrique. Le parc de la vallée de l'Antsélé met également à votre disposition de logements de haut standing avec un confort 5 étoiles. Le parc de la vallée de l'Antsélé est ouvert du mercredi au dimanche de 7h30 à 17h. Pour tout renseignement, contactez-nous au plus 243 89 60 32 713 ou encore au 243 81 231 68 82. Bonne année à toutes et à tous. Le changement que vous espérez pour 2026 dépendra de leçons que vous aurez tirées de l'année passée. Si la force de mots, seule qui porte nos idées, nos visions, prenait enfin le dessus sur la force de mots qui nous freine, le développement ne serait pas seulement rapide, il serait spectaculaire. Si nous en sommes là aujourd'hui, c'est parce que nous portons une part de responsabilité. Et cela doit changer hic et nunc en nous fixant de réels et véritables objectifs pour 2025. Bonne année, je le disais au début. Nous avons donc l'immense plaisir de recevoir en ces débuts d'année M. Pépin Guillaume Manjolo, à qui je dis bonjour et soyez les bienvenus. Merci, bonne année à vous. Je parlais des objectifs qui passent forcément par les leçons que l'on tire lorsqu'on vient de terminer une année. Pour vous, quelles sont les leçons que vous avez apprises de l'an dernier? J'ai publié encore un élément il n'y a pas très longtemps. Déjà, merci de m'avoir invité. Je ne m'attendais pas que j'aurais déjà la première invitation avec vous à Politicon, parce que je suis passé ici 2 fois et je passe toujours. C'est ma première fois avec moi. Oui, mais je suis passé 2 fois avec monsieur Jean-Pierre KMB. Je ne passe que quand je produis quelque chose. Autrement, je ne passe pas. Je ne vois pas la nécessité de passer à la télévision pour faire brasser du vent. Donc, je suis passé pour parler de mon livre Les confessions d'un inadapté à l'amour des femmes. Et puis, je suis passé pour parler de mon livre Les 40 épîtres. Aujourd'hui, je passe. Vous m'avez invité gracieusement pour parler du livre Puissance. Je peux dire que depuis un certain nombre d'années, depuis 2021, nous avons vécu la désillusion. Nous avons vécu une sorte de grande convalescence qui attendait la guérison. Et la guérison n'est toujours pas arrivée. Espérons que l'année 2026 sera l'année de la guérison. Nous sommes un État convalescent dans tous les domaines d'activité, malheureusement, faute de puissance. Parce que la puissance n'existait pas chez nous. On n'avait pas construit notre État en tant qu'une machine puissante, capable de pouvoir régler tous les problèmes que nous affrontons, que l'humanité affronte en permanence. On ne doit pas créer un monde nouveau, l'homme était loup pour l'homme, il faut incorporer ça, vivre ça. Et lorsqu'on est un pays comme le nôtre, un pays des prédations, c'est-à-dire que tous les prédateurs regardent comment est-ce que chacun peut venir obtenir une part du gâteau, il faut construire la puissance. Est-ce que nous avons construit cette puissance? Apparemment non. Depuis 1965, nous n'avons pas construit cette puissance. Ce qui fait de nous une proie plutôt qu'un prédateur. Or, les symboles les plus importants de la République, c'est les léopards. Le léopard, c'est un prédateur, ce n'est pas une proie. Donc, ce qui fait l'actualité fait de nous une proie plutôt qu'un prédateur. Et ces textes puissance vient offrir
les outils nécessaires à la puissance, à la fois sur l'identité nationale. Qu'est-ce donc un Congolais? C'est quoi un Congolais? À part ce que j'entends ici et là, des choses très périphériques, très simplistes, oui, des pères et des mères, ça ne veut rien dire au fond. Il y a toute une lexicologie qu'il faut mettre en place, il y a tout un paquet de matériaux qu'il faut mettre en place pour comprendre c'est quoi vraiment un Congolais des origines qui sont les nôtres, c'est-à-dire que les 450 peuples se sont construits comment depuis l'origine. Et puis, où sont les outils du savoir? Nous avons le savoir ancestral qui est très important, qui est complètement rejeté aujourd'hui. Nous avons l'avènement du numérique, il faut incorporer dans le savoir. Nous avons cette philosophie particulière de la structuration de tous ces éléments-là qu'il faut mettre en place. Comment on construit une cité raisonnable où les plus compétents occupent les postes selon les principes de nos ancêtres, où la place prépondérante est réservée à l'éthique et non à la logocratie, c'est-à-dire que les mensonges comme étant outils institutionnalisés à la fois de l'État, de la cité partout au monde, à l'Église on ment, à l'Église dans les forums politiques on ment, dans les conférences on ment, partout on ment. Voyez-vous, c'est-à-dire qu'on est un pays aujourd'hui où les mensonges, la supercherie sont des outils de vie naturels. Et on ne peut pas espérer avec ça prospérer dans le bon sens. Et puis à la puissance proprement dite, au sens militaire, au sens de la structuration de la machine des guerres qu'il faut mettre en place. Mais si tous ces éléments en amont n'ont pas été réglés, c'est-à-dire l'identité nationale, le savoir à la fois numérique, ancestral, philosophique, ne sont pas réglés, et si la cité n'est pas portée par les gens qui ont comme mission d'abord mettre en place des règles raisonnables, qui doivent être portées par les gens vertueux pour le bonheur de tous, si ça ne s'est pas réglé, on ne peut pas atteindre la puissance espérée. On va parler de votre livre. On ne pense pas le dévorer en une émission. Non. Je crois qu'on aura des séquences ou encore préparer une émission beaucoup plus élaborée où nous allons parler d'autres aspects de votre livre. Mais dans un premier temps, je voudrais savoir de quoi notre nation ou de quoi nous nous sommes rendus coupables depuis un demi-siècle durant. Mais depuis 1965, nous avons commencé à construire notre État sur l'apologie des personnes. C'est-à-dire que nous sommes applaudisseurs. Le culte de la personnalité. Oui, c'est l'apologie des personnes. C'était Mobutu, on l'a applaudi pendant 32 ans. Et puis est arrivé Kabila père, donc, qui a passé très peu de temps. Et puis Kabila fils, qu'on a applaudi pendant les 18 ans. Et puis aujourd'hui, c'est Tshisekedi qu'on applaudit. Par les mêmes personnes, avec la même ferveur, avec le même comportement. Il y a une sorte de servilité à la quête des quoi manger et des positions. Et si vous remarquez très bien, il y a une sorte de ligne de fond qui est composée des mêmes personnes. Et certains sont là depuis les temps de Mobutu jusqu'à aujourd'hui. Ils n'ont pas quitté. Et alors autour de ces gens-là, ces grèves maintenant, les uns les autres, tout ça, une jeunesse, et l'âge moyen qui viennent s'égréver autour de ces gens-là, qui ont exactement comme mission de perpétrer le même fonctionnement de l'apologie des personnes. Vous n'entendrez pas en RDC l'apologie du savoir. Aujourd'hui, à l'apologie politique telle que structurée depuis 1965, s'est ajoutée la religion qui vient aussi ajouter sa part dans cette apologie. Donc les églises portent les hommes politiques, les encensent, leur promettent les ciels et l'avenir florissant en permanence et tout ça. Donc, de la propagande du impère s'est ajoutée la propagande de la foi. Une foi fondamentalement commerciale est venue s'ajouter à toutes les propagandes qui étaient mises en place pour accompagner des hommes, les porter et faire croire qu'effectivement l'avenir c'est ça, la promesse divine c'est ça, la promesse du bien-être c'est ça. Bon. Et quand vous regardez très bien, ces gens-là s'en sortent parce que l'État ou les hommes politiques leur déversent les moyens financiers nécessaires et ils sont bien et par conséquent ils continuent quoi. Et donc, comment l'apologie de personnes nous a fait rater le coche et nous a fait passer à côté l'essentiel, c'est-à-dire bâtir véritablement un État puissant. Oui, mais parce que lorsqu'on veut faire
une apologie, la seule apologie qui soit nécessaire à une nation, c'est l'apologie du savoir et de l'éthique. C'est ce que vous voulez imposer. Mais ça s'impose de soi. Si on ne veut pas ça, on va disparaître. Si on ne fait pas ça, on disparaît. C'est-à-dire que regardez tous les grands pays, lorsqu'on parle de quelqu'un, c'est parce qu'il a fait des réformes extraordinaires. Si c'est un homme politique qui a fait des réformes extraordinaires permettant de mettre en avant l'apologie du savoir, l'apologie de l'éthique, ces gens-là sont reconnus par la suite. Prenez Singapour, c'est l'apologie du savoir, de la structuration. Prenez la Chine aujourd'hui, c'est Mao avec les socialismes scientifiques. C'est ça l'appellation, les socialismes scientifiques. Prenez le Japon, prenez la Corée du Sud, c'est l'apologie du savoir. Prenez les États-Unis d'Amérique avec les 3 grandes universités qui sont MIT, Stanford et Harvard. C'est l'apologie du savoir d'abord. C'est autour du savoir qu'on crée tout et que finalement les pays émergent, deviennent puissants. La puissance américaine, c'est celle de pouvoir faire voler des avions, aller sur la Lune, aller partout. C'est les savoirs d'abord qui imposent qu'on soit tous maintenant liés à Facebook, à Google, à tout ça. C'est les savoirs. C'est-à-dire que la promotion du savoir est le socle même d'un État. Est-ce que nous avons cette promotion du savoir? Non, on ne l'a pas. Nous avons la promotion des individus, parce que c'est des individus qui émergent au trésor public et qui peuvent créer les ruissellements des possibilités aux uns aux autres. Et que pourriez-vous dire en un mot, pour celui qui tomberait par exemple sur cette vidéo, comment vous définissez les deux concepts, le savoir et la puissance? Et dans quel domaine exactement les deux sont-ils permanents ou présents? Sans le savoir, on n'a pas de puissance. Il ne faut pas rêver. Savoir, c'est déjà être puissant, être au courant. Horace disait « sapere aude », ose savoir. C'est d'ailleurs le principe des Lumières. Les Lumières apportent en disant « celui qui ne veut pas savoir reste dans l'enfance ». On va les traîner en permanence, il reste dans l'enfance. Savoir, c'est accéder à la haute humanité, je dirais de la surhumanité en parlant de Nietzsche. C'est cette capacité-là qu'on attend de l'homme qui fait la différence entre lui et ses cousins singes. C'est le savoir, la quête sans cesse du savoir. Je dois savoir, je dois comprendre et je dois créer. Vous savez, il y a deux éléments qui sont à la fois dans la Bible et dans les Corans, qui disent ceci, dans la Bible, et Dieu créa l'homme à son image. Si vous décortiquez, l'idée ici, c'est que Dieu, n'ayant pas d'image, il n'y a pas d'icône de Dieu, il y a juste l'esprit de Dieu. Alors, c'est quoi cet esprit qui met en nous? C'est d'être aussi créateur. Dieu crée d'autres créateurs. Ces créateurs que nous sommes doivent être en mesure de pouvoir créer des avions, créer des machines et lever les sièges de l'existence par la création. C'est ce que nous dit Schopenhauer dans Le monde comme volonté, comme représentation. Lever les sièges de la vie. On a besoin d'électricité. Comment on fait pour avoir l'électricité? C'est les savoirs. On a besoin d'avoir des chaussées bien balisées, tout ça, bien structurées. C'est les savoirs. On a besoin de ne plus être malade et tout ça. C'est les savoirs. C'est la puissance. La première puissance humaine, c'est d'abord le savoir. Rien d'autre. C'est pour ça qu'il y a un chapitre entier qui règle ces problèmes du savoir, à la fois les savoirs ancestrales, les savoirs numériques actuellement. Tout est numérisé, tout est numérique aujourd'hui, tout est technologie de l'information aujourd'hui. Dans le domaine d'intervention est illimité. Pour les deux concepts. Illimité. Donc, c'est ça la puissance. La première puissance, c'est le savoir. Aujourd'hui, les pays qui sont en train d'émerger, d'aller beaucoup plus loin. Je vous prends l'exemple de la Russie, de l'Iran, de la Chine et de l'Inde. Il faut voir le nombre des brevets ou le nombre des diplômés d'ingénieurs qui produisent par an. La Russie aujourd'hui est numéro 1 en termes de production d'ingénieurs. Donc au plus on produit, au plus on devient puissant, au plus on peut soumettre les autres. Mais au moins on produit sur le plan de l'intelligence. Vous pouvez faire des armées par des bric-à-brac, faire ce que vous voulez, tout ça. Tant que votre domaine du savoir n'est pas structuré, n'est pas bon, vous ne vous en sortirez pas. Prenez les budgets d'Harvard, c'est combien aujourd'hui? C'est peut-être autour des 30-40 milliards de dollars. Les budgets d'Harvard, d'une université. Et les budgets de la RDC, c'est combien? Autour de 20 milliards. Donc si dans un pays on a une université qui a injecté plus ou moins 20 milliards à 30 milliards de dollars, juste pour le savoir, posez-vous les bonnes questions. Vous êtes le seul à comprendre
ces choses ou on fait mine de les ignorer et ça nous rattrape? Non, vous savez, moi je plains beaucoup les professeurs d'université qui sont au courant de ces choses-là, mais une fois qu'ils sont en responsabilité, ils mettent sous les boisseaux, ils mettent sous le tapis tout ça parce qu'ils doivent se nourrir et manger tout ça. Ils ne sont plus profs d'université, ils sont juste les apologistes du système parce qu'ils doivent se nourrir au crochet du système et au trésor public, malheureusement. Et je le dis, et je l'ai dit parce que je l'ai redit en face tout le temps, je ne m'empêche pas pour le dire. J'ai croisé des gens qui étaient beaucoup plus nobles dans ce domaine-là, comme les philosophes Kamana avec qui j'ai travaillé, de heureuse mémoire, qui nous a quittés il y a quelques années. Je travaille aujourd'hui avec le philosophe Ngoma Binda. J'ai eu l'occasion de pouvoir en discuter aussi avec Théophile Obenga à Brazzaville. On a passé 3 jours de travaux là-dessus. Donc, nous avons un problème, c'est que l'intelligentsia de chez nous n'a pas ces besoins, n'arrive pas à aller vers la radicalité du savoir comme étant l'outil principal et est prête à pouvoir se vendre pour des miettes pour satisfaire les autorités politiques et au détriment du savoir, malheureusement. Et c'est de tout temps, puisqu'il regardait le nombre de professeurs d'université qui ont occupé des postes importants. Et quels sont les résultats aujourd'hui? Monsieur Bongeli disait encore qu'il n'y a pas d'intellectuels chez nous parce qu'on évalue le nombre d'intellectuels en termes de changement de société et d'amélioration de société. Bah, si une société ne s'améliore pas, il n'y a pas d'intellectuels. Bon, mais quoique, même si j'ai une définition complètement différente sur le mot intellectuel lui-même, parce que j'ai écrit tout un livre là-dessus. C'est quoi un intellectuel? C'est celui qui produit le savoir, qui éclaire la cité, pas celui qui a été à l'école, c'est pas celui qui a des diplômes, ça ne suffit pas. Il faut transformer la société, produire l'intelligence, éclairer la société. Écrire et dire, voilà la bonne direction à suivre, c'est celle-ci. C'est ça un intellectuel. Ce n'est pas quelqu'un qui a été à l'école, c'est qui fait un travail intellectuel. Au sein de la définition, oui, tu tiens un stylo, tu écris. Donc non, c'est pas ça. C'est pas ça. C'est lui qui a la capacité de transformer la société à travers les prismes du savoir, la puissance du savoir, la puissance illuminatrice de la raison. C'est ça la bonne définition. La place du savoir qui est la puissance illuminatrice de la raison. Est-ce que la plupart d'entre nous, ceux qui enseignent dans les universités, ceux qui enseignent dans les écoles et tout ça, sont-ils détenteurs, sont-ils dépositaires de la puissance illuminatrice de la raison? Il me semble que non. Et comment aller vers cette radicalité du savoir quand nous ne savons pas nous définir d'abord? Oui, mais c'est ça, c'est-à-dire qu'il y a les prémices de la situation. C'est-à-dire que dans un premier temps, il faut se connaître soi-même. Les connaître toi-même de qui ça? De Socrate, trouve aujourd'hui tout son intérêt. On ne peut pas faire un pas en avant sans savoir qui on est. C'est à partir de ce qu'on est qu'on construit son avenir. Or, jusqu'à aujourd'hui, depuis un certain temps, nous sommes dans les mimétismes. On veut être l'autre, pas soi. On veut parler autre, pas soi. Par exemple, nous avons décidé que la langue officielle, c'est le français. Le français. Mais il s'avère simplement que dans plusieurs forums, vous voyez les gens en train de se pavaner en parlant en chinois, anglais, machin, tout ça. Bon, c'est déjà une sorte de... C'est dénier quelque part de ce qu'on est exactement. Mais les premiers principes, comme je dis, c'est lui de se connaître soi-même. D'où dans mon texte Puissance, je commence par l'identité congolaise avec K, pas avec C. Pourquoi ce choix? Oui, mais comment pouvez-vous concevoir qu'effectivement, est-ce que dans notre alphabet, la lettre C existe? Non. On n'a pas de lettre C. On a la lettre S, pas C. Notre alphabet, parce que l'appellation d'un animal ou d'un arbre dépend de l'environnement et de ses origines. Si nous devons adopter l'appellation Congo, mais c'est avec K, c'est Congo. On ne peut pas avoir à la fois l'État congolais avec C, la province du Congo central avec K. C'est une antinomie. Il faut nous expliquer pourquoi. Les linguistes sont là pour pouvoir faire ce travail, mais il n'y a aucune raison qu'on puisse appeler Congo avec C, alors que les royaumes Congo c'était avec K. Et quand vous regardez les textes en version allemande et anglaise, de Berlin, du 185, c'est avec K, c'est pas avec C. Et d'où nous vient les C? Les C, c'est francisé. C'est francisé. C'est comme aujourd'hui, mon nom doit être francisé pour faire plaisir à la France et à la Belgique. Non. Mon nom doit rester tel qu'il est, et parce que c'est mon identité. Donc, l'identité congolaise, je la présente, je l'explique pendant presque une centaine de pages, parce que c'est un livre qui fait plus ou moins 500 pages. C'est quoi être un Congolais? C'est pas ce qu'on entend là et tout, les gens avec
en train d'écumer les besoins de faire mal, de se prévaloir et tout ça, comme si ils avaient le monopole de la nationalité. C'est pas ça du tout. Quelle est la définition que vous donnez à cette... Ah, ben oui, mais il y a des définitions qui sont là. Il y a, bon, je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de pouvoir lire, passer en revue ce que je vous ai proposé à la page 84. Voilà. La question est posée. Qu'est-ce donc un Congolais pour un enfant d'aujourd'hui à la quête de son reflet dans les miroirs de l'histoire humaine et du ravissement de soi? Voici la réponse. Les Congolais, c'est les mystères de la création. C'est cette addition des connaissances et d'esprit portée par les sentiments de force accrus, forgés dans l'arithmétique d'Ishango. C'est le batteur des fers et des cuivres ayant vécu le martyre des mains coupées, maître des formes géométriques et des sons musicaux. C'est aussi cet être fier comme les léopards avec lesquels il se confond en force et en résilience, qui n'a peur de rien et n'honore que les meilleurs. C'est surtout ce peuple dont la terre entrelacée des rivières est ceinturée de toutes parts d'une richesse minérale insolente, partant le seul peuple qui peut clairnoyer sur le toit du monde d'avoir été réellement élu par les créateurs. Est-ce qu'on est concerné par cette définition que vous donnez dans le livre La Puissance? C'est ça la définition du Congolais. C'est pas autre chose. C'est ça la définition du Congolais. C'est ça être un Congolais. On a l'impression qu'on est loin de là. Mais parce que c'est l'absence de connaissances, tout simplement. C'est ça être Congolais. C'est cette fusion entre ces savoirs ancestrales, ces mathématiques d'Ishango, ces mains coupées de Léopold II, cette prolifération des minerais, toutes ces rivières, tout ça. Cette force des caractères, cette résilience du léopard. C'est ça être Congolais. C'est ce que je définis dans ce livre. Cette définition n'a jamais été donnée. Moi, je vous la propose, je vous la donne, je vous la jette aux pieds. Prenez-la. C'est vous, être Congolais. C'est ça, être Congolais. C'est pas autre chose. Si vous pensez qu'être Congolais, il suffit d'avoir un père et une mère, ça ne suffit pas. On a des enfants qui sont fondamentalement Congolais aujourd'hui, qui jouent au football chez nous, qui ont d'autres nationalités, mais qui en eux portent cette force, cette puissance, cette résilience du léopard en eux. Bien qu'elle née à l'étranger, peut-être avec un parent d'origine congolaise, l'autre n'était pas d'origine congolaise, mais simplement, ils portent en eux de manière génétique cette passion fondamentale, cette génétique particulière de la puissance, de la résilience laissée par les ancêtres depuis les temps immémoriaux. C'est ça qu'il s'agit. Et cette définition, il faudrait l'apprendre à l'école. Dès l'école primaire, on dit c'est quoi être Congolais? Avoir ça, parce que la question qui est posée, qu'est-ce donc un Congolais pour un enfant d'aujourd'hui à la quête de son reflet dans les miroirs de l'histoire humaine et du ravissement de soi? À quel moment un jeune Congolais a-t-il fier de lui? Mais quand vous lui dites ça, il est fier de lui. C'est à lui qui appartient cette terre entrelacée des rivières, ceinturée par des minerais. Et quand on écrit le Congolais avec C, est-ce que ça change toute la force et toute la définition que vous donnez à ces concepts? Mais c'est-à-dire qu'on ce n'est plus la même chose. Oui, mais je ne peux pas accepter. Est-ce que vous allez dire à un Français que vous allez changer son nom pour l'appeler par la formule congolaise? Pourquoi vous voulez être des sous-fifres, des sous-êtres par rapport aux autres? Déjà que nous sommes sur un plateau, au lieu de parler Swahili, et Luba, Kikongo ou Lingala, nous parlons en français. Et en plus de ça, vous voulez qu'on puisse changer même nos noms, même tout, que ce soit les noms étrangers. Mais il y a quelque chose qui ne va pas chez nous. On mange étranger, on a la religion étrangère, tout est étranger, y compris nos noms. On doit aussi les importer pour pouvoir survivre. En quoi sommes-nous des êtres humains fiers d'eux-mêmes? C'est toutes ces questions-là qu'il faut affronter. Nous sommes le seul peuple de la planète à être des peuples ersatz. C'est-à-dire? C'est-à-dire que des peuples, pas vraiment peuples. Des peuples de remplacement, des produits de remplacement, des produits quelconques et tout ça. Il n'y a pas d'affirmation. Mais quand vous descendez en Afrique australe, vous allez voir l'affirmation de soi. Chez les Zoulous, l'affirmation de soi. Chez un Swatini, l'ancien Swaziland, l'affirmation de soi. La fierté d'être ce qu'on est. Les rois Mswati III. Du Swaziland.
oui, qui est Eswatini actuellement. Mm. C'est quelqu'un de très instruit, élevé à l'anglaise. Mais 90% de ses discours se font en Swati. Ok. Et il est fier de lui, de ses origines, de s'habiller comme chez lui, de cette authenticité particulière. Parce que ceux que vous copiez ne vous copient pas, eux. Posez-vous la question. Où est votre humanité si vous êtes la copie des autres? L'universel, c'est l'addition de toute l'humanité. C'est les Congos, plus les Congos avec K, plus l'Angolais, plus les Français, plus l'Américain. Mhm. C'est ça qui forme l'humanité. L'humanité, ce n'est pas la copie des autres. Ce n'est pas ça l'humanité. L'universel, ce n'est pas la copie des autres. L'universel, c'est l'addition de toutes les petites universelles qu'on a ici et là sur toute la planète. Et comment nous découvrir à partir du moment où nous nous sommes déconnectés de notre source, de notre véritable force ou encore de notre oxygène. Et que faire alors, pour nous reconnecter à cette énergie positive qui définit mieux le Congolais? Vous avez besoin de réformer l'éducation et la culture. Les ministères de la culture, c'est un ministère clé dans l'avènement d'un pays, dans l'affirmation de soi et la puissance. C'est le ministère de la culture. Et chez nous, c'est un petit ministère de rien du tout, qui n'est même pas considéré. Alors que si vous regardez très bien, le seul domaine de compétences en RDC qui est opérationnel, c'est la musique. C'est le seul domaine de compétences. Il n'y a pas un autre domaine de compétences. Parce que le football, j'ajouterais. les footballs, malheureusement, j'ai dit que c'était un domaine de compétences, certes, mais malheureusement, la sélection s'est faite par les gens qui sont formés ici, ils sont formés à l'étranger. Nous n'avons pas mis en place des mécanismes pour former les jeunes gens localement. On fait du mercenariat. Heureusement que ces gens-là sont d'origine congolaise. Mais ils ont été formés. Leurs parents les ont mis dans les écoles de football, ont payé très cher pour que ces enfants puissent aller jusqu'au bout. Et puis après, on les récupère sous la coupole du Congo. Ça doit nous révolter au lieu de nous en contenter. Et non, c'est-à-dire qu'on doit faire la même chose localement ici. Ces enfants doivent être formés aussi ici. Il y a une pépinière extraordinaire, des talents, mais on n'a pas investi là-dedans. Ça, c'est l'investissement d'autrui, ce n'est pas notre investissement. On ne peut pas se prévaloir d'investissement d'autrui. C'est la fibre patriotique qu'il y a dans ces enfants-là, qu'il y a dans leurs parents, qui fait que bon, ils soient là. Mais ce n'est pas un travail national qui a été fait au demeurant. On ne doit pas commencer à se leurrer en disant, voilà, on a fait ça. Non, c'est la fibre patriotique qui est là. Cette congolité génétique, que j'expliquais dans les livres, par rapport à ses origines, qui fait qu'on ne puisse pas dire, oui, des pères et des mères. Si on disait des pères et des mères, ces gens-là ne seraient pas là. Et que faire, M. Guillaume Anjolo, pour nous reconnecter à cette énergie? C'est mettre en place les outils de la compétence, les outils du savoir, les outils de la puissance. J'expliquais tout à l'heure par rapport au sport. En fait, moi, j'étais parti sur la base de parler de la musique et vous m'avez ajouté les sports. Je dis oui, certes, les sports, mais les sports, pour l'instant, ce qu'on a, c'est quoi? Ce sont des jeunes gens qui sont formés à l'extérieur, qui sont nourris à l'extérieur, dont les parents ont souffert pour mettre dans les écoles de sport et qui arrivent par congolité d'origine, dans le sens où je l'explique dans les textes, et viennent se donner à leur pays, au pays de leurs parents, en gros. Maintenant, si on est le domaine musical, c'est le seul domaine opérationnel en RDC qui fait que c'est le domaine dans lequel les choix est un choix de la compétence. La compétence. Je prends l'exemple de quelqu'un comme Koffi Olomide. Vous pouvez être son cousin, son frère, tout ce que vous voulez. Mais tant que vous n'avez pas les compétences dans le domaine, vous n'allez pas rentrer dans son orchestre, ce n'est pas possible. Parce que... Le choix n'est pas fait de manière aléatoire. Ah non, on ne peut pas se permettre en musique d'avoir quelqu'un qui ne sait pas chanter, qui ne sait pas jouer. Vous ne servez absolument à rien. Tentez de transposer juste les comportements de Koffi Olomide en termes musicaux, du travail musical, en politique et dans tous les autres domaines, vous verrez que nous allons nous en sortir. Parce que c'est le seul domaine où on n'admet pas un incompétent. C'est la musique. La preuve d'ailleurs, c'est qu'avec l'avènement du numérique, des plateformes, ce sont les seuls qui sont riches d'une richesse
tiré de leurs compétences et de leur travail. Pas ces bric-à-brac particuliers du trésor public où les gens s'enrichissent d'une manière ou d'une autre. Non, c'est leur travail. Et dans ces livres, j'explique tout ça en disant, voilà, enfin, on a un domaine qu'on peut pointer du doigt en disant, voilà, c'est le domaine. Et quand vous regardez très bien, quel est le premier produit que le Congo vend et qui est connu à travers le monde entier? C'est la musique. C'est pas les cuivres, c'est pas l'or. De toute façon, c'est pas nous qui vendons ça. Nous sommes là juste, on fait du troc, on récupère 10% depuis les nouveaux codes miniers, mais tout le reste est transformé ailleurs. C'est-à-dire que une tonne de cobalt va être transformée avec, en y injectant l'intelligence, on va arriver à plus ou moins, qui aurait été vendu à 50 000 ou à 100 000 ou 150 000, je ne connais pas les prix actuels. Et sur le marché international, d'ailleurs, le marché international, on n'a même pas la bourse pour nos propres produits, alors que ça vient de chez nous. Dès que ces produits-là, on y injecte de l'intelligence, une tonne qui a coûté 150 000 peut arriver à 1 milliard, 2 milliards, parce que ce sont les téléphones portables et tout ça. C'est 1 milliard, 2 milliards. Alors que nous, au départ, on a touché quoi? Peut-être 10 000 ou 20 000. Ça s'arrête là. Bref, on ne produit rien. Alors que c'est au bénéfice plutôt des autres pays. Quand un artiste rentre en studio, il fait son travail et tout ça, il a ramé, il a trimé pour faire ça, et après il récolte de l'argent véritable du fruit de son travail, parce qu'il a transformé ses idées, ses sons et tout ça, il a mis ça en place. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc, si on n'a pas un ministère de la culture qui a vraiment la portée, notamment les livres, parce que les livres, on n'en parle presque jamais, ça n'existait pas. Ça n'existait pas. J'ai jamais vu un ministère de la culture qui met en avant en disant, voilà, on va créer un prix littéraire et qu'on donnera à telle personne et tout ça, qui aura gagné avec tout ça. On n'a même pas d'éditeur en RDC. Si vous le savez, il n'y a pas un éditeur en RDC. Pas un seul. Un pays de plus de 100 millions d'habitants, un pays qui est francophone, un pays plein de lettrés, sans éditeur. Parce que les gens n'écrivent pas assez ou... Les gens écrivent, mais il n'y a pas d'éditeur, parce qu'on doit écrire à l'étranger, produire à l'étranger. Puissance va sortir à partir de Paris, chez Amazon, et sera envoyé à Kinshasa. Parce qu'il n'y a pas d'éditeur en RDC. Il n'y en a pas. Pas un seul. Il y a ce qui s'appelle l'édition, machin, tout ça. C'est pas ça. L'édition, c'est lui qui prend en charge un écrivain, paye l'écrivain, vend les livres, paye l'écrivain, ainsi de suite, tout ça. C'est ça, un éditeur. C'est pas un imprimeur. Il faut faire la part des choses entre éditeur et imprimeur. Donc, tant qu'on n'a pas dans l'éducation les livres qui sont les livres des écrivains congolais qui sont enseignés chez nous, tant qu'on n'a pas tout ça, qu'on n'a pas un grand ministère de l'éducation nationale, on n'a pas un grand ministère de la culture, on ne s'en sortira pas. On ne s'en sortira pas. Ceci n'est pas un travail de longue haleine. Si, c'était un vrai travail, mais bon, c'est une décision politique. C'est politique, c'est-à-dire que la réforme est politique, c'est pas les individus dans la rue qui vont faire la réforme. Elle est politique, c'est-à-dire qu'un grand homme, c'est lui qui sait comment transformer la société, la projeter vers l'avenir. C'est ça les grands hommes. C'est pas pour lui qu'il travaille. Il est l'objet de l'histoire. Il amène un monde d'un point vers un autre sans parler de lui. Il ne s'agit pas de lui. Nous sommes dans une apologie des personnes. Ce qui compte, c'est ce qu'on pense de moi, ce que je suis et tout ça. Les grands hommes, la plupart du temps, ont été même haïs quand ils lançaient les vraies machines de transformer la société. Et puis après, on les a applaudis. Donc, c'est ça les grands hommes. Un grand homme n'a pas besoin d'applaudissements, il n'a pas besoin que les gens soient d'accord avec lui. Parce qu'il doit être, d'une certaine façon, je le dis dans le livre aussi, déraisonnable. Tout ce qui se fait actuellement est déraisonnable, puisque ça ne produit pas d'effets nécessaires au bonheur de tous, il faut être déraisonnable. Faire les choses largement autrement, faire un contre-pied pour passer à autre chose. C'est ce qu'on attend d'un grand homme. C'est pas se plaindre, oui, ça ne va pas, machin, tout. Non. Il est là, comme le Messie, en train de vouloir transformer la société, y compris par son sacrifice personnel. Il y a quelque chose de christique et de messianique dans les grands hommes. Tant qu'on n'a pas atteint cette dimension-là, on n'est pas un grand homme. On est juste un consommateur de luxe, d'applaudissements et de toutes ces choses-là. Mais on n'est pas un grand homme. Mais quand vous parlez de la décision politique pour essayer de bouleverser la hiérarchie des choses, alors, si on n'a pas quelqu'un qui comprend ces choses, comment alors peut-on espérer le changement d'ici 5 ans ou 10 ans
passer de l'impuissance à la puissance? Vous savez, Cicéron disait dans les Philippiques que s'il avait manqué à Rome un accusateur pour les accusés qui traînaient devant la cour de tout temps, mais en cet instant-là, lui, comme consul, il était là, comme accusateur pour dire voilà ce qui se passe. S'il a manqué des textes philosophiques pour orienter la société congolaise, dire voilà ce qu'il faut faire, un peu comme dans la Bible toujours, entre Ézéchiel et Amos. Ézéchiel vous dit voilà ce qu'il faut faire. Si vous ne le faites pas, Amos dit voilà, vous n'avez pas fait. Voilà les résultats. Mandiolo se sent investi d'une mission je ne me sens pas investi messianique. Non, c'est pas ça. Ça c'est d'une mission comme celle de Cicéron. On va tomber dans les travers de la foi religieuse. Ce sont des choses au fait baroques et basiques, ça n'a aucun intérêt. Lorsqu'on analyse une société avec toute la froideur requise, lorsqu'on est froid comme la mort et qu'on vit dans les silences de la mort en permanence, on voit mieux que la plupart des gens qui sont englués dans l'argent liquide, le pouvoir et tout le reste. C'est l'instant de la réflexion et de la production. J'ai produit des textes depuis quasiment 25 ans aujourd'hui. Et dans un de mes textes, qui s'appelle L'homme et la structure, en 2011, j'expliquais la situation de l'AMP. Et puis MP devenu FCC. Je disais ceci. Si on ne fait pas ça, ça et ça, voici les résultats. Quelques grandes autorités classiques du FCC, antérieurement MP, m'ont traité de subversif. Je n'ai pas été sur la moindre ordonnance jusqu'en 2016. Mais il s'avère simplement ce que j'avais dit s'est réalisé exactement comme je l'avais annoncé. Ça s'appelle la clairvoyance, comment on voit la société, comment on analyse froidement, sans état d'âme. J'aurais pu dire comme tout le monde, non, tout va bien, avançons comme ça et tout ça. Je n'ai pas dit ça. C'est ma propre famille politique dans laquelle je suis jusqu'aujourd'hui. Je suis toujours FCC, je n'ai pas bougé d'un iota. Mais j'ai pris la peine de dire à tout le monde, ça va nous amener dans le mur. C'est simplement la clairvoyance intellectuelle que de faire l'analyse, de proposer des solutions. Ce que j'ai pu faire en ce temps-là, je le fais aujourd'hui pour le futur. Parce que ce que je crains, c'est quoi? Les États naissent, grandissent. Et disparaissent. Les civilisations naissent, grandissent et disparaissent. L'éternité de la RDC dépend des Congolais. Et du travail qu'ils doivent faire sur eux-mêmes, sur la puissance, sur les savoirs. Ce qui nous manque le plus en RDC aujourd'hui, c'est les savoirs. Ce n'est pas à manger, il y en a, on peut en trouver, même si on racole, on peut en trouver. Les savoirs posent problème. Les savoirs, pas comme on le voit dans nos écoles. Non, ça c'est pas réformer, suffisant. redéfinir les choses. C'est très faible comme savoir. Et il suffit d'être en face d'un homme politique, de quelque statut que ce soit, discuter avec lui, vous allez voir qu'il y a une carence énorme du savoir. Tenez, la géopolitique aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on en dit? Est-ce que vous avez vu des débats à la télévision des hommes politiques en train de réfléchir sur, tiens, ce qui arrive à Maduro peut nous arriver aussi? Peut arriver à tel... Non, ce n'est pas un sujet. On essaie de voir un peu comment est-ce qu'on peut tirer la couverture vers ça pour dire, ah oui, maintenant ça sera peut-être le tour de tel. Mais pourquoi ne pas réfléchir sur les fonds? Tenez, dans les textes ici, j'étais en débat avec les philosophes Ngoma Binda, qui est d'ailleurs le préfacier du livre. J'ai dit ceci, avant l'avènement de l'histoire de Maduro, tout pragmatique soutiendra avec nous que l'espérance d'une éthique planétaire est malheureusement dans le contexte de l'affirmation des puissances que nous vivons actuellement, une utopie. Au moment où nous couchons ces lignes, les présidents Trump,
fraîchement élu à la tête des États-Unis d'Amérique, première puissance militaire mondiale, affiche sa volonté d'expansion sur les Groenland, le Canada et les canals des Panama. Y a-t-il dans cet éloge de la force une place à la promotion de l'éthique? George Kennan déclarait en 1948: nous possédons environ, en parlant des États-Unis d'Amérique, nous possédons environ 50% de la richesse mondiale, mais seulement 6% de sa population. Dans cette situation, il est inévitable que nous soyons l'objet des jalousies et des ressentiments. Notre vraie tâche dans la période à venir est de développer un système de relations qui nous permettra de maintenir cette position d'inégalité sans mettre en péril notre sécurité nationale. Pour réaliser cela, nous allons devoir nous débarrasser de toute sentimentalité et cesser de rêver tout éveillé. Notre attention devra se concentrer sur nos objectifs nationaux immédiats. Il ne faut pas que nous nous leurrions. Nous ne pouvons pas nous permettre aujourd'hui les luxes de l'altruisme et de la bienséance à l'échelle mondiale. Nous devrions cesser de parler d'objectifs vagues et irréalistes tels que les droits de l'homme, l'élévation du niveau de vie et la démocratisation. Les jours n'est pas si loin où nous allons devoir agir carrément en termes des rapports de force. Moins nous serons gênés par des slogans idéalistes, au mieux ça sera. Dans ces propos, j'ajoute, il ne peut être retenu qu'une chose: la vie sur Terre est une guerre de tous contre tous, partant la puissance et les principes, la paix, la conséquence. Le monde est la guerre, la vie c'est la guerre, la paix c'est le repos. Ne pas connaître ça, c'est méconnaître l'essence de la vie sur la terre. La vie, c'est la guerre. La paix, c'est l'instant des répits et des repos. Simplement. De tout temps, les hommes se battent pour s'accaparer des terres, pour avoir autorité, empire sur l'autre. De tout temps, ça se fait comme ça. Mais pour se battre, il faut construire les outils de la puissance. On ne se bat pas en parole et en pensée ou en prière. On se bat en action, en production d'intelligence, en production des outils d'intelligence, en absorption d'intelligence. Rendre l'intelligence et les savoirs instinctifs. Il faut arriver à cette dimension-là. Comment rendre l'intelligence et les savoirs instinctifs? Alors on accède à la puissance. Autrement, on sera des pleurnichers à gauche, à droite et tout ça. Quelque part, vous devez vous dire que c'est presque naturel que les gens viennent vers vous pour s'accaparer de ce que vous savez. À vous de résister, à vous de faire le contraire, de construire les outils de soumission des autres. Et si nous ne nous affirmons pas, eh bien, on ne sera que la proie des autres. Mais tout à fait. Et la peur ne sera qu'un leurre. Mais lorsque Hobbes écrit au XVIIe siècle, l'homme est un loup pour l'homme, est-ce que c'était la RDC? Homo homini lupus. Est-ce que la RDC était connue? Elle n'existait pas dans sa forme actuelle. Mais c'est la nature humaine. Il a étudié, c'est-à-dire que ses penseurs ont étudié la nature humaine, a dit que l'homme est un loup pour l'homme. Et pour parler de votre prémonition en disant, est-ce que vous venez de donner... Non, ce n'est pas messianique. C'est la science qui se présente comme ça, 1 plus 1 égale à 2. C'est pas dire, voilà, quand vous dites 1 plus 1 égale à 2, c'est-à-dire que vous êtes messianique, mais non, ça n'a rien à voir. Et qu'en est-il alors des accords et des efforts diplomatiques que notre pays ne cesse de mener, par exemple, pour restaurer l'autorité de l'État dans des zones occupées? Bon, c'est un peu difficile de faire un commentaire. Vous savez, je suis tenu par les droits des réserves, ayant occupé les ministères régaliens en rapport avec la coopération internationale, l'intégration régionale et en matière notamment de gestion de conflits. Je ne vais pas gêner ceux qui sont en responsabilité. Parce que... Non, tout en restant sur notre thème, la puissance. Oui, mais parce que ce sont des choses, si on a besoin de mon avis par ceux qui sont en gestion aujourd'hui, ben écoute, on m'appelle, je dis voilà, là il faut faire ça comme ça, là vous faites ça bien, mais faites ajouter ceci ou cela et tout ça. En tant que consultant, bien sûr. Oui, donc c'est pas la consultance, en fait, c'est ça notre problème dans notre pays. Un ministre des Affaires étrangères de la coopération il reste diplomate à vie. C'est pas un consultant, il appartient à l'État. Et à l'État de pouvoir l'exploiter. C'est-à-dire, dans tous les pays du monde, tu as occupé ces postes-là, tu as été à ce niveau-là, tu connais les secrets d'État. Donc, on t'appelle pour dire, tiens, viens un peu, dis-nous comment vous faisiez avant et tout ça. C'était comme ça. Ok, faites comme ça.
Ça fonctionne comme ça. Ce n'est pas de la consultance, c'est l'obligation que vous avez vis-à-vis de l'État parce que vous avez un passeport diplomatique à vie. Vous n'êtes pas consultant à vie, vous avez un passeport diplomatique à vie. Vous êtes haut diplomate à vie. Et par conséquent, vous êtes redevable à l'État à tout moment. Encore faut-il que l'État prenne la précaution et lui dise, voilà, venez vous faire ça. Ce que le monde entier fait, sauf chez nous. Nous sommes dans une autre apologie qui est celle de la rancune, de la haine, du mépris, de tout ça. Avec ça, on ne peut pas avancer. Donc, je ne peux pas donner d'avis particulier là-dessus. Je laisse ceux qui sont là de lever des options qui leur paraissent plus appropriées. Bon, voilà, c'est tout ce que je peux dire. Merci beaucoup et nous respectons votre avis et votre position. Même M. Guillaume Adiolo, pour nous quitter, peut-être la dernière question sur ce thème assez capital. Mais toutes les grandes nations, les grandes civilisations qui ont pu émerger à travers le monde ont pour secret la spiritualité. Quelle est notre spiritualité? En ce qui nous concerne, comment nous arrivons-nous à nous définir en parlant spiritualité? Est-ce que c'est le frein par rapport à notre développement ou cela est rédhibitoire ou c'est une question qu'on peut ignorer et travailler peut-être uniquement sur le savoir? Je pense que la question, si vous permettez, n'est pas très bien posée parce que considérer que c'est la spiritualité qui est à la base de la structuration des États, c'est ne pas connaître comment fonctionnent les États. Il n'y a pas de spiritualité pour la structuration des États européens, il n'y a pas de spiritualité pour la structuration de la plupart des États et tout ça, ça n'existait pas, c'est faux. C'est la pensée philosophique qui a structuré tous les États. Ce n'est pas la spiritualité. Il n'y a pas de spiritualité. La Chine n'est pas spirituelle, elle est philosophique. Le Japon n'est pas spirituel et philosophique. C'est vous qui êtes dans la spiritualité qu'on vous a amené avec le christianisme. Rien à voir avec ça. Nous avions notre spiritualité. Mais les grandes nations reconnaissent la métaphysique, par contre. Oui, mais écoutez, entre le fait de reconnaître d'une manière tout à fait superficielle, toutes les églises en Europe sont fermées. Ça n'enlève pas la puissance de l'Europe. Il n'y a presque pas de croyants. On a séparé l'église de l'État. La place de l'église n'est plus là. En Europe, elle n'existait plus. Entre-temps, depuis qu'on a fait ça, ils ont créé des bombes nucléaires, ils ont fait des choses, ils ont occupé les pays africains, ils ont colonisé, ils ont tout fait. Ils ont amené la religion chez vous pour pouvoir vous imposer une façon de pouvoir vivre, mais pas chez eux. Moi, je ne parle pas de l'Église, on dit de la religion, mais je parle de la spiritualité. Mais la spiritualité, de manière globale. Oui, chaque peuple est un peuple spirituel au départ de soi, pas au départ d'autrui. La spiritualité, c'est cette quête de sens est inhérente à l'homme, à l'être humain. Très bien. Comment on l'a conjugué chez nous jusqu'aujourd'hui? C'est pour ça d'ailleurs que dans la plupart des textes de la colonisation, il est dit que bon, les Congolais connaissent Dieu. Il a sa spiritualité. On ne l'a jamais dénié, cette spiritualité. Mais quand on fait allusion à la spiritualité, si je comprends bien, c'est par rapport à la modernité qui est celle que nous vivons, ces côtés commerciaux tonitruants qu'on vit à travers toute la ville de Kinshasa, un peu partout en RDC. Dieu par ici, Jésus par là, Messianique par là, les pancartes partout. Mais ça, c'est pas la spiritualité. Ça, c'est un souk. C'est une anarchie absolue. Quel est le rapport entre la spiritualité ancestrale, les morts, les vivants, l'au-delà et tout ça, et ce que nous vivons aujourd'hui? Ça n'a strictement rien à voir. Ou l'espérance d'aller en Europe et tout ça, ou l'espérance d'avoir des mariages et tout. C'est ça la spiritualité dont vous parlez? Non, ça n'a rien à voir. Quelle est la spiritualité de l'Inde? Ils ont leur spiritualité, mais il y a le travail, la puissance, c'est tout à fait, c'est le savoir. La grande spiritualité d'une civilisation, c'est le savoir. Mais même la... Impulsé par la spiritualité, certainement, comme le cas de la Chine avec Confucius, philosophe, et qui a illuminé d'une génération. Confusion absolue. Le taoïsme, c'est la philosophie, c'est pas la croyance. C'est une philosophie de vie, c'est pas la croyance. C'est pas se mettre à genoux, commencer à demander donnez-moi à manger, à boire, une femme, envoyez-moi en Europe, donnez-moi une carte verte aux États-Unis. Ce n'est pas ça. C'est une philosophie de vie. C'est ça la grande différence entre le monde asiatique, qui est multimillénaire, la Chine 4000 ans, avec la même conception des choses, avec Confucius, que je reprends dans ces textes que j'explique, avec Lao Tse,
que j'explique aussi dans ce texte. Et quand vous remontez la Grèce antique, nous, on a abandonné Imhotep, qui tenait l'Égypte entre ses mains. On a abandonné Mudimbe, on a abandonné Kamana, on a abandonné Ngal, on a abandonné Ngoma Binda. Les jeunes Mabouil aussi aujourd'hui qui arrivent, les grands philosophes qui sont là pour mettre à la disposition du peuple congolais les outils de sa spiritualité, de son avenir. Mais ça ne vous intéresse pas. Ce qui vous intéresse, c'est comment aller chanter à côté d'un pasteur. Comment vous trémoussez dans un temple ou, je sais pas moi, une église, comme on fait en boîte de nuit. Et c'est ça la spiritualité. Cette anarchie-là, c'est souk, c'est marché à la bêtise. C'est commerce. Comment voulez-vous que des êtres normaux se comportent avec autant de légèreté dans une enceinte censée être de la spiritualité, du silence, de la réflexion? Comme quoi on fait ça pour Dieu en se trémoussant de cette façon-là et tout ça, de manière aussi vulgaire, presque l'hymne à la fornication. Et vous appelez ça la spiritualité? C'est ça en fait la nouvelle spiritualité? Et où en sommes-nous depuis l'avènement de cette spiritualité en RDC? Il m'en souvient, je suis largement plus vieux que vous. Dans les années 60-70, quand il n'y avait pas cette spiritualité, il y avait encore une sorte de quête du sens, du bien-être, du savoir-vivre et tout ça qui existait. Depuis l'arrivée de toute cette machine qui a brisé le savoir, qui a brisé le travail, qui fait croire qu'il ne suffit de croire en Dieu pour gagner. On en est où exactement? Les pasteurs auront une réponse contraire, ou une opinion contraire à la vôtre, et peut-être ils vont vous répondre. Vous savez, les gens sont libres de dire ce qu'ils ont envie de dire. Mais ce qu'on retient de l'histoire aujourd'hui, c'est ce qui a été laissé par Épicure, par Platon, par Socrate, par Mudimbe, par Cheikh Anta Diop, par Ngal, par Ngoma Binda, par tous les grands qui font que, quand on va à l'Assemblée nationale, on travaille sur Montesquieu. On ne travaille pas sur un prêtre. Merci. La séparation de pouvoir, c'est Montesquieu. Montesquieu, oui. D'accord? Ce n'est pas un prêtre, ce n'est pas un pasteur. Quand vous allez sortir dans la rue, tout ce qui est érigé, tout ce qui est fait, toutes les règles qui s'appliquent à vous, ce sont les penseurs. Ce n'est pas les prêtres. Ce n'est pas les pasteurs. Donc moi, j'appartiens à ces petits groupes qui pensent, qui réfléchissent, qui produisent pour la société. Je laisse la spiritualité à qui des droits. Mais attention, aussi bien dans les proverbes que dans 2 Pierre 1,5, il est dit, la foi, à la foi il faut ajouter... La connaissance. Il y a 3 éléments pour que la foi soit opérationnelle. C'est la connaissance, la vertu. La foi sans la connaissance, sans la vertu, il n'y a rien. Est-ce que les gens auxquels vous faites allusion sont vertueux? Il me semble que non. Non seulement ils ne sont pas vertueux, ils n'ont pas de connaissance, au par conséquent, leur foi est bancale. Merci beaucoup, Monsieur Guillaume Manjolo, pour avoir éclairé la religion de plus d'un Congolais à travers cet échange. Et combien de temps donnez-vous au Congo pour recouvrer sa puissance, recouvrer sa dignité, son identité, en un mot? Ça peut se faire immédiatement, il suffit de pouvoir prendre les outils nécessaires de la puissance et mettre ça en œuvre. Ces livres viennent avec des propositions précises sur 1. L'identité nationale. 2. Le savoir antique, traditionnel et le numérique. 3. La cité raisonnable portée par les gens vertueux, capables de produire des règles raisonnables pour le bonheur de tous. 4. La puissance proprement dite se déploie à travers tous ces outils, y compris sur le plan militaire. Ça se déploie tout simplement parce que les armes, vous les fabriquez vous-même. Vous transformez vous-même sur place, vous fabriquez à travers la connaissance. Et comment pour l'instant faire pour s'en procurer? Le livre sera disponible. Il est déjà en ligne sur Amazon, il est déjà vendu en ligne sur Audible. J'ai vu des gens à Londres, un peu partout, acheter déjà. Il sera à Kinshasa dans les tout prochains jours. Normalement, le 31 janvier, il est prévu que je puisse les présenter au grand public. Donc, il sera disponible à partir du 31 janvier pour les grands publics. Donc, dès sa sortie officielle, donc, il sera disponible. Mais le 31 janvier, je pense que je suis en train de négocier une salle. Je verrai, peut-être que ça se passera à Silikine ou ailleurs. Pour l'instant, c'est Silikine qui est visé pour le 31 janvier 2026.
Merci beaucoup de votre présence. Merci aussi à vous tous qui nous avez regardés. Bon vent à cette nouvelle pépite littéraire. Et nous lui souhaitons tout le bon parcours. Merci infiniment. Merci infiniment. Ce sont des outils qui doivent servir à la nation et surtout la jeunesse qui n'est pas encore polluée pour pouvoir s'accaparer de ça, ingurgiter et régurgiter la puissance proprement dite. Voilà un guide pour que notre pays puisse s'affirmer, oui, sur le continent, sur l'échiquier international, c'est important, au lieu de rester la risée des autres nations qui équiment les richesses à leur profit. Oui, avec ces guides, nous pouvons canaliser notre énergie et colmater les brèches pour que le pays retombe sur ses jambes. On est arrivé à la fin. Merci de nous avoir suivis. Consommez l'émission avec délectation. Coupez les extraits, mettez sur les réseaux sociaux. Vous en avez entièrement droit. À tout à l'heure, mesdames. À tout à l'heure, messieurs, pour une nouvelle aventure sur votre chaîne. Inch'Allah.